autour de Bauman, avec une thématique sur la modernité liquide et toute la conception de Bauman appliquée aux vies individuelles, donc comment cette conception de la liquidité moderne a affecté nos vies dans toutes leurs dimensions sociales. Donc on reviendra sur un texte de Bauman, Modernité et Holocauste. On reviendra également sur son ouvrage très connu, La vie en miettes, expérience postmoderne et moralité. Également, Vie perdue, la modernité et ses exclus. Également, aussi son livre qui a été traduit par Le présent liquide. Bon, voilà un petit peu le corpus d'aujourd'hui, sachant que Bauman est mort cette année, donc en 2017, né en 1925, juif polonais, qui a fui pendant la Deuxième Guerre mondiale vers l'URSS, qui, dans un deuxième temps après la guerre, fuira également Varsovie, où il enseigne, parce que la réalité antisémite qui sévira alors l'obligera à fuir vers Londres, où là, il développera plus conséquemment son travail de sociologie et de philosophie. Et avec ses différents grands ouvrages, et un de ses grands thèmes, c'est cette accélération qui vient percuter nos vies, on y reviendra. Cette liquidité. Et pour ceux qui se souviennent de La société du risque d'Ulrich Beck, le risque est chez Beck une question systémique, c'est-à-dire que ce n'est plus chez Beck, le risque ne s'applique plus à un univers sectoriel, le risque traverse toutes les dimensions de la vie, c'est une des réflexions paradigmatiques qu'on trouve chez Beck. C'est sensiblement la même chose avec Bauman, c'est-à-dire que la liquidité devient une caractéristique désorganisatrice du monde, de toutes les sphères affectives, de toutes les organisations, de toutes les institutions, mais aussi des sentiments, la question de l'amour liquide, la question du désengagement comme mode de présence au monde. Il a théorisé ça aussi assez grandement, c'est-à-dire le sujet, pour être présent au monde, précisément défend l'idée de se désengager, de se détacher, à la fois dans ses relations affectives, mais aussi dans ses engagements politiques, mais aussi dans... Donc, c'est intéressant de voir cette question du désengagement comme mode d'être. Donc, on reviendra bien évidemment là-dessus, donc sur cette qualité nouvelle du social, cette liquidité, dont parle comment dire, Bauman. Et si vous vous souvenez, nous, dans notre cours, ça renvoie à toute la question des avatars de la rationalité instrumentale. Voilà une des figures, comment dire, de la rationalité instrumentale, c'est-à-dire de la fin de cette rationalité instrumentale, comment comment la réaction petit à petit à trop de rationalité instrumentale, pour résister à cette rationalité instrumentale, elle a produit déjà de la liquidité des formes sociales, mais aussi un sentiment pour résister à cela de désengagement. On pourrait dire qu'il y a d'autres manières de résister. Le clivage aussi est une manière de résister. Mais l'indifférenciation est aussi une manière de résister.
Et la liquidité travaille avec la notion d'indifférenciation. On va y revenir, bien sûr. Alors, plusieurs choses quand même avant de véritablement venir à la postmodernité, ou encore ce qu'on peut appeler la modernité tardive, ou encore ce qu'on peut appeler la modernité liquide. Et très clairement, comment on différencie, là aussi de façon très très rapide, bien sûr, la modernité de la postmodernité. On l'a dit souvent ici, entre les deux, il y a une coupure qui est de manière symptomatique incarnée par le fracas, bien évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, par Auschwitz, par Hiroshima, c'est-à-dire ce phénomène de raison qui se retourne contre elle-même. Donc ça, c'est un point, important, c'est-à-dire que la postmodernité par rapport à la modernité expérimente l'idée, enfin pas que l'idée d'ailleurs, expérimente son déficit, expérimente sa faillite morale, la face sombre du progrès. Ce sont des choses qui existent dès le début, bien évidemment, du XXe, mais qui tout d'un coup, dans l'apothéose obscure que représente Auschwitz ou Hiroshima, vient signer véritablement la fin de la raison moderne comme lieu des convergences entre le progrès, la morale, l'éthique, le vivre ensemble, etc., que ce grand rêve des Lumières vole en éclats. Et la postmodernité, c'est ce rêve des Lumières qui s'est éclaté. Et nous ne ferons plus la rebours de cela. Même si nous défendons aujourd'hui un schème des Lumières, avec cette idée éventuellement régulatrice d'une convergence des fins, chacun sait que il y a eu manquement, il y a eu absolu désaveu. Et alors Modernité et Holocauste racontent précisément cela, avec notamment ce qu'il nomme le meurtre catégoriel. Je ne vais pas passer trop de temps à expliquer cela, mais qu'est-ce qu'il cherche à dire ? C'est déjà, bien évidemment, le mortifère, bien évidemment, d'une raison instrumentale. Et je vous renvoie à un texte d'Antoine Debec, qui n'est pas un texte d'ailleurs, qui est un article qui avait été fait en 2008 dans les Annales Histoire Sciences Sociales. L'article en question s'appelle « L'histoire qui revient, la forme cinématographique de l'histoire dans Caché et la question humaine ». Et en fait, ce n'est pas l'ensemble de cet article qui m'intéresse, mais simplement le fait qu'il reprend les archives de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Et ces archives, en fait, qui ont été, enfin une partie de leurs archives ont été déposées à la Cinémathèque française, et Antoine Debec a consulté à ce moment-là, en 2008, une note qui a été largement reproduite dans, peut-être l'avez-vous vu, dans le film La question humaine, mais cette note, elle, n'a rien de fictif. C'est une note du 5 juillet 1942, et cette note du 5 juin 1942 est une note technique très bien connue par les historiens de la Shoah, et qui est une note d'un ingénieur tout simplement travaillant pour les nazis, et cette note est estampillée Affaires secrètes de l'État, et elle concerne les conditions techniques de l'élimination de juifs par gazage dans des camions en Biélorussie. Et je cite simplement la note pour rappeler ce qu'est
l'Holocauste au sens d'une destruction intégrale, d'une destruction entière qui va de, bien évidemment, l'intégralité des êtres, mais à la trace. Donc, bien évidemment, la question du négationnisme qui est inséré dans le projet de départ, et notamment la disparition au sein du langage, du fait, c'est-à-dire que même par le langage, on ne peut pas retrouver la trace. Bon. Et indépendamment du fait que la rationalité instrumentale, et c'est ce qui partage ce que comment dire, bien évidemment l'Holocauste ne dit pas l'alpha et l'oméga de la rationalité instrumentale, mais utilise bien évidemment la division sociale du travail, la méthodologie de la rationalité instrumentale, cette forme d'exactitude et cette question de la production la plus efficace, sachant que là, c'est une production de cadavres, mais bien évidemment, et puis toute cette idée également aussi de déresponsabilisation qui est construite par la rationalité instrumentale, qui crée une procédure qui permet d'effacer un certain type de responsabilité. On y reviendra. Bon, et je cite cette note parce qu'elle est vraiment symptomatique de cela. Afin de rendre possible un remplissage rapide en oxyde de carbone, tout en évitant la surpression, on percera 2 fentes de 10 cm en haut de la cloison arrière. Ces fentes seront munies de clapets mobiles à charnière en fer blanc. Le chargement normal des camions est de 9 à 10 pièces par mètre carré. Mais les grands camions Saurer ne peuvent être utilisés à une telle capacité. Ce n'est pas une question de surcharge, mais parce que le chargement maximal aurait des répercussions sur la tenue de route du véhicule. Il est donc nécessaire de réduire la surface de chargement d'1 mètre, réduire le nombre de pièces, comme on le faisait jusqu'ici, ne serait pas une solution, car l'espace vide doit également être rempli d'oxyde de carbone. Les constructeurs de l'engin nous ont dit, lors d'une conversation, que la réduction de la partie arrière du camion entraînerait un déplacement du poids vers l'avant, avec le risque de surcharger l'axe avant. Mais en réalité, l'équilibre se rétablit involontairement par le fait que la marchandise chargée montre pendant le fonctionnement une tendance naturelle à se bousculer vers la porte arrière et se trouve à la fin de l'opération couchée surtout à cet endroit. Ainsi, aucune surcharge du train avant ne se produit. Voilà. De qui a-t-on parlé ? D'hommes, de femmes, d'enfants. Ce sont des pièces, ce sont des marchandises qui se bousculent vers l'avant du camion ou vers l'arrière. Et c'est ça, hein, c'est-à-dire que les archives, bien évidemment, c'est un exemple, mais c'est un exemple d'une violence magistrale par l'effacement de la violence qui est en train de se jouer. Donc toute humanité est absolument niée, effacée, des traces écrites. Et Antoine de Beck dit « Les hommes sont remplacés par d'autres mots, ceux de l'économie, de l'administration, de la technique, chargement, marchandises, pièces, etc. etc. » Donc, pourquoi Bauman revient sur cela ? Tout simplement parce que, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, la logique des camps d'extermination n'est pas la logique d'une entreprise capitalistique. Il ne s'agit pas de faire du point Godwin avant l'heure, mais en revanche, le fonctionnement, bien évidemment, de la solution finale
adoptait la structure, les méthodes de l'usine moderne, la rationalisation de la modernité et l'idée qu'on pouvait transformer les hommes en matière première ou leurs cadavres, et que la production de cadavres est véritablement ici l'enjeu. Et les concepteurs, effectivement, des chambres à gaz, des fours crématoires, etc., étaient familiers des méthodes modernes, de l'organisation du travail, de la production industrielle. Ils parlaient la langue de cette rationalisation bureaucratique. Et là aussi, on le sait, tout ce processus de réification qu'on connaît bien, qu'on a étudié avec la théorie critique d'Adorno à aujourd'hui, et cette idée d'une usine productrice de mort qui est à Auschwitz. Mais autre point important, qui est, je vous renvoie à un autre texte, enfin un autre article qu'on trouve dans Écologie et politique en 2003, un texte de Jean-Paul Maréchal qui s'appelle « Les affinités électives entre la modernité et le totalitarisme ». Et là aussi, ce sont des choses qu'on trouve très souvent chez Hannah Arendt, donc ce n'est pas nouveau, mais qu'on trouve également, bien évidemment, chez Bauman, puisque Bauman, Arendt, Gunther Anders, toute cette question de l'obsolescence de l'homme, c'est un même type de réflexion sur la déshumanisation et la réification que suppose la rationalité instrumentale. Et là, c'est plutôt quelque chose lié sur le fonctionnement pervers sur lequel s'appuie la modernité, qu'on trouve également chez Axel Honneth lorsqu'il pose la modernité comme un lieu de travestissement des idéaux démocratiques. On en avait là aussi parlé. Et ce chapitre, c'est dans modernité et holocauste, il y a un chapitre qui est consacré à la coopération des victimes. Et donc Maréchal va commenter ainsi, en rappelant que c'est un chapitre qui est à la fois passionnant et assez vertigineux, parce que dès qu'on va sur ce territoire-là des autorités juives, des conseils juifs, etc., et de leur participation. On a la même chose chez Eichmann à Jérusalem, il y a tous les passages d'Hannah Arendt là-dessus, mais Bauman lui aussi revient sur cela, sachant qu'en plus l'épouse de Bauman était une rescapée du ghetto de Varsovie. Et voilà ce qu'il dit dans Modernité et Holocauste. Les Juifs pouvaient faire le jeu de leurs oppresseurs, faciliter leur besogne et se rapprocher de leur propre perdition, tout en étant guidés dans leur action par un objectif de survie rationnellement interprété. Et Maréchal de commenter la diabolique perversité du nazisme et celle-ci, c'est de faire en sorte qu'à tous les stades du processus qui doit conduire les victimes à la mort, que les victimes soient confrontées à des choix leur offrant la possibilité de se comporter rationnellement. C'est-à-dire que c'est un désaveu au sens où même la raison devient complice. Et voilà, c'est-à-dire que jusqu'au bout, rien ne peut venir aider la victime. Et c'est véritablement la pire des solutions, un instant peut apparaître comme un moindre mal. Mais c'est là, bien évidemment, donc c'est une terrible perversion, et il prend notamment la figure que vous connaissez sans doute de Chaim Rumkomsky, qui est un des
une des autorités, enfin l'autorité du ghetto de Lodz, qui en 1942 a fait un discours assez terrible, généralement traduit par donnez-moi vos enfants, et où Rumkomski s'adresse bien évidemment au ghetto de Lodz, tout simplement en considérant que voilà, les nazis ont offert une possibilité de choisir parmi ceux qu'il faut envoyer, et que donc, dit-il, nous avons été motivés non pas par la pensée de combien serait perdu, mais par la considération de combien il serait possible de sauver. Sachant que c'est un jeu compliqué, puisque, bon. Mais, et donc, on faisait partir les plus malades, les plus frêles, etc., etc., et lui-même est parti dans le dernier convoi pour Auschwitz. Mais d'autres ont préféré se suicider plutôt que de livrer des enfants. Mais qu'est-ce que cherche à pointer du doigt Bauman? C'est tout simplement que dans un système pervers, la rationalité des victimes est l'arme des bourreaux. Et que donc, c'est bien évidemment la question du consentement au pire qui est prise ici en compte. Et il ne s'agit absolument pas de venir porter un jugement sur des comportements individuels qu'on jugerait plus ou moins condamnables, etc. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de voir l'enfer que produit la rationalité instrumentale érigée en maître, c'est-à-dire dit-il, de produire un univers décisionnel qui est bien évidemment de l'ordre du double bind permanent, de l'impasse, de l'unilatéral, au sens où vous ne pouvez que être perdant, etc. etc. Bon. Maréchal commente également ce passage de Bauman avec le texte d'Arendt sur les origines du totalitarisme, qu'elle rappelle, le totalitarisme, dit-il, c'est de rendre absolument problématiques et équivoques toutes les décisions de la conscience. Par exemple, là aussi, c'est ce que raconte Arendt, les SS impliquaient les détenus des camps de concentration dans leurs crimes en leur confiant dans une large mesure les responsabilités de l'administration. Ils les confrontaient ainsi à un dilemme sans issue, ou bien ceux-ci envoyaient leurs amis à la mort, ou bien ils participaient au meurtre d'autres hommes qui se trouvaient leur être étrangers et les contraignaient à se conduire dans tous les cas en meurtriers. Bon, donc ça c'est un des modus operandi très classiques également de ce qui se joue dans une rationalité instrumentale poussée à son maximum, bien évidemment, d'atrocité. Bon, donc il arrive de cet héritage-là, bien sûr, Bauman. Il arrive de cet héritage-là, et tout en ne voulant pas, bien évidemment, comparer, il va essayer d'interroger ce qui surgit, quel est l'enseignement, effectivement, de cette rationalité instrumentale, et comment, aujourd'hui, dans un temps qui, bien évidemment, affronte la critique de ce temps-là, comment, en même temps, petit à petit, s'est organisé un déni de responsabilité. C'est l'ouverture, d'ailleurs,
pour définir ce qu'est la raison postmoderne. Donc c'est l'ouverture de la vie en miettes, qui est un texte donc qui a été traduit dans les années 2000, mais qui est un texte de 1995, Life in Fragments, donc la vie en miettes. Et il ouvre sur le fait qu'il existe un statut primitif de la moralité. C'est assez lévinassien d'ailleurs. Bien avant que l'éducation nous inculque les règles de conduite édictées et promues par la société, bien avant qu'elle nous exhorte à suivre certains modèles, nous nous trouvons déjà en situation de choix moral. Donc nous sommes, pour ainsi dire, dit-il, de façon inéluctable, existentiellement des êtres moraux. Qu'est-ce qui fait, c'est assez particulier d'ailleurs comme définition, voilà, il y a un statut primitif de l'homme qui est d'être immédiatement dans une situation de choix moral, c'est-à-dire confronté au défi de l'autre, le défi de la responsabilité de l'autre. Immédiatement, il y a un être pour, une responsabilité de qui surgit. Alors attention, être moral ne veut pas dire être bon, ça veut dire être confronté à un dilemme. Comment je me conduis, comment je me tiens d'emblée, quel type d'action j'assume, comment j'utilise ma liberté. Cette question, en fait, arrive à l'instant même, indépendamment de la société, à l'instant même où je fais face à un autre. Bon. Donc ça, c'est la question qui n'est pas moderne, pour le coup. C'est la question ancestrale, c'est la question originelle. Et la modernité, d'une certaine façon, tente à effacer cela. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est une des propositions pour expliquer ce qu'est la postmodernité. Bauman dit, voilà, la loi, et puis même la modernité tout court, la loi va être l'outil principal pour dissocier l'homme de sa culpabilité. Ce qui est vrai, d'une certaine manière. Le territoire du droit est un territoire qui découple l'homme de son questionnement moral. Le projet moderne, dit-il, pose non seulement la possibilité d'une humanité délivrée des pécheurs, mais encore du péché lui-même. On pourrait avancer qu'en fin de compte, le projet moderne pose comme principe un monde libéré de l'ambivalence morale. Et comme celle-ci est le trait naturel de la condition morale, il pose de même la rupture des choix humains d'avec leur dimension morale. Alors, qu'est-ce à dire ? Ça veut dire tout simplement que petit à petit se substitue, on va avoir la substitution d'un ensemble de règles, la loi, et ça on le substitue à l'écoute, dit-il, à l'écoute intense d'impulsions morales, voilà, comme s'il s'agissait d'absoudre l'acteur de sa responsabilité personnelle, de le libérer de la possibilité même d'avoir péché. La culpabilité disparaît du choix qui se retrouve alors réduit au simple dilemme de l'obéissance ou non à la règle. Bon, c'est vrai, c'est toujours dans l'avènement du droit, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à la question de l'éthique. C'est-à-dire que, à la fois, c'est une libération dans le sens où, tout de même, de la même façon, je vais faire un exemple qui est un peu outrancier, mais de la même façon que l'argent nous libère de la sphère du don et du contre-don, la chose qui ne s'arrête jamais, l'argent clos. Bon, voilà.
sans argent, on reste sans cesse dans la dette, la contre-dette et dans la relation, de fait. Bon. L'argent permet, pour le coup, une désaffiliation absolument. C'est la même chose avec le droit. Le droit permet à un moment donné, soit on respecte ou on respecte le droit. La question de la moralité, après tout, est une autre question. Et Dieu sait si on fait souvent l'expérience de cette scission des sphères entre les sphères du droit, du légal, et puis les sphères du légitime ou les sphères de l'éthique. Et en revanche, qu'est-ce qui fait qu'un état de droit est quand même un tout petit peu autre chose que simplement le désaveu de l'éthique par le droit? C'est que l'état de droit, normalement, est une querelle permanente, controverse permanente entre le légal et le légitime, et la question de l'éthique et la question de la légalité. Et heureusement, nous avons des choses qui s'appellent la désobéissance civile pour régulièrement nous obliger de reconfigurer le légal à partir de nos questionnements sur le légitime. C'est quand même ça, l'état de droit. C'est pas que un coup de pied dans le légitime et surtout pas. Bon. Mais c'est aussi, bien sûr, le fait, dit-il, que, voilà, je le cite encore, ce qui est frappant dans la modernité, c'est sa tendance à retirer au moi moral ses responsabilités morales pour les confier soit à des organismes supra-individuels, construits et gérés en société, soit à une responsabilité flottante au sein d'une autorité de personnes de type bureaucratique. Ça aussi, c'est une des grandes classiques de la raison instrumentale, c'est qu'à un moment donné, il y a à la fois des procédures qui viennent valider toute une série de responsabilités, mais précisément en même temps un effacement de la responsabilité où plus personne n'est responsable de rien et à chaque fois, ça permet de déléguer à une entité systémique la responsabilité. Et voilà, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est pour lui très symptomatique de la modernité. C'est en gros de mettre la procédure à la place de la morale et à un moment donné de ne plus compter sur les impulsions morales ou les affinités électives morales des uns et des autres, mais au contraire de considérer que on substitue à l'éthique des règles déontologiques, voilà, de respect de la procédure. Et ça, bien évidemment, ça renvoie à la question de l'indifférenciation. Qu'est-ce que c'est l'indifférenciation ? C'est exonérer une très large part de l'action humaine de jugement moral et, d'une certaine manière, lui permettre, encore une fois, de se désengager tout en donnant l'apparence du contraire, si j'ose dire. Et ce phénomène qui est la superconstruction de la modernité, en fait, après, et c'est pour ça qu'on va impacter toutes les sphères de la vie. Toutes les sphères de la vie, tout simplement pour raison d'efficace aussi. Donc, la vie moderne, c'est l'idée, effectivement, d'accroître sans cesse l'ouverture, la potentialité, de surtout empêcher, si j'ose dire, empêcher que quelque chose ne se fixe.
Le problème de l'identité moderne, dit Bauman, est de construire une identité et non pas d'en assurer la solidité, la stabilité, ce qui était sans doute l'une des réalités à la fois de l'Antiquité jusqu'à la modernité. Bon. Mais la postmodernité, c'est autre chose. La postmodernité consiste, dit-il, essentiellement à éviter les fixations et laisser les options ouvertes. Et donc, l'enjeu, effectivement, c'est d'éviter les engagements. Il a une formule pour cela, c'est de considérer le monde comme je. Le monde comme je. Le monde comme je. Le temps, à ce moment-là, se divise en une succession de parties. Chacune de ces parties se compose de ses propres conventions. Chacune, dit-il, est une province de signification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un petit univers en soi, indépendant, fermé sur lui-même, et bien évidemment, chaque moment forme un tout qui, bien évidemment, peut être en contradiction avec le moment d'après. Qu'est-ce que permet, il a un terme également pour définir à la fois cette vie, ce temps et ce sujet, il va parler de pointillisme. Je le cite, c'est dans le présent liquide, mais vous le trouvez également dans les autres livres, mais plus spécifiquement... non, pardon, c'est pas dans le présent liquide, c'est dans un livre qui s'appelle L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs, qui avait été traduit aux éditions Climat de 2008-2009. Donc, et dans ce texte, précisément, il revient sur ce qu'il définit comme pointillisme, le temps dans la société moderne liquide des consommateurs n'est pas plus cynique que linéaire, il est en fait pointilliste. Morcelé en une multitude de segments distincts, chacun davantage rapproché de son idéal géométrique de non-dimensionnalité. Rappelons-nous nos leçons de géométrie, un point n'a ni longueur, ni largeur, ni profondeur. Il existe, pourrait-on dire, avant le temps et l'espace. Le temps et l'espace n'ont pas commencé. Cependant, tel ce point unique dont la cosmogonie nous dit qu'il précéda le Big Bang, chaque point est censé contenir un potentiel infini d'expansion et une infinité de possibilités qui n'attendent que d'exploser, etc., etc. On croit désormais que chaque instant peut porter en lui la possibilité d'un nouveau Big Bang. Bref, de l'art, en gros, de croire bien évidemment que chaque moment est immense et en même temps d'assumer aucune conséquence de ce qui se joue à ce moment-là dans ce point. Donc, c'est vrai que en termes d'éthique, qu'est-ce que c'est que cette éthique du pointillisme ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, et c'est dit également dans comment dire, la vie en miettes, c'est que le projet moderne, c'est du fragmentaire, du pointillisme, et surtout, et c'est pour ça que c'est le monde comme jeu, de l'absence de conséquences. Alors, ça peut être une éthique, hein.
l'éthique, normalement, c'est se soucier des conséquences de notre acte. Bon, c'est ça, hein, l'éthique de responsabilité. Et là, c'est pas qu'il ne s'agit pas de ne pas se soucier des conséquences, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y a plus de conséquences de ce que l'on fait. Hein, bon, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et que bien évidemment, de fait, faire, c'est produire des conséquences. Donc, croire que ce que l'on fait n'a pas de conséquences est une perversion immense, ou alors un déni immense, ou alors ce n'est plus un faire, et donc c'est un statut du faire qui est totalement rénové, puisque bon. Donc c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, nous avons là une rationalité instrumentale préoccupée par le seul fait de produire, de faire, et qui à un moment donné rentre dans un système où précisément sa question, c'est de ne plus produire des conséquences. Bon, c'est quelque chose qui est, somme toute, intéressant. Mais qui est quand même très vrai, notamment si on prend aujourd'hui un univers qui est devant nous et qui s'appelle la réalité virtuelle, et qui est en train d'arriver, et pas simplement la réalité virtuelle, mais tout ce qu'on appelle la mixed reality, c'est-à-dire le fait que le monde comme jeu va devenir aussi le monde comme expérience, et en même temps, ce qui se joue bien évidemment avec un casque de réalité virtuelle utilise les mêmes circuits neuronaux, donc impacte néanmoins notre... surtout, alors aujourd'hui pas encore, parce que les niveaux, encore une fois, de visibilité sont différents. Il faut 8 millions de pixels, je crois, ici et ici, pour avoir le même niveau de qualité de visuel entre un casque et... Voilà, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, on met un casque, on l'enlève, on voit très clairement la différence de pixelisation de ce qu'il y a en face. Mais à un moment donné, on aura un tel niveau technique que, au niveau du signal envoyé, du signal neurologique, la différence ne sera pas nécessairement aussi évidente que cela. Et donc, là se jouera quelque chose, le monde comme jeu deviendra quelque chose de vrai, et pas simplement de purement fictif. Bon. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que, bien évidemment, croire qu'il n'y a pas de conséquences dans le monde comme jeu est bien évidemment un absolu mensonge. Bon. Mais, donc, je reviens sur cette liquidité. Donc, pointillisme subjectif, liquidité comme qualité du social, c'est-à-dire que, en gros, les institutions ne sont plus solides. Et qu'est-ce qu'il cherche à nous dire ? Il cherche à nous dire tout simplement que toute forme de vie sociale, aucune d'entre elles, dit-il, ne peut être, c'est dans la fin de La vie en miettes, aucune forme ne peut être immunisée, puisque c'est ainsi qu'il le pose, contre le fait d'être liquéfiée. Dans l'immense, ce que nous apprenons aujourd'hui de notre expérience, c'est que toutes les formes du monde qui nous entourent, quand bien même elles paraissent solides, ne sont pas immunisées contre le changement. Et en fait, tout simplement, il est impossible, dit-il, il est impossible de connaître avant l'heure les règles qui nous permettront d'organiser notre vie sociale. Et donc, sans cesse, voilà, le monde dans lequel nous vivons est marqué, encore une fois, de fragmentarité, de discontinuité, d'absence de conséquences.
Être prévoyant. Alors qu'est-ce que c'est qu'être prévoyant dans cette histoire-là, où précisément il n'est pas possible d'anticiper les règles de demain, où il n'est pas possible d'anticiper les métiers de demain, où il n'est pas possible d'anticiper ce qui fera sens, ce qui fera valeur, etc. Enfin, c'est entre guillemets la proposition de Bauman. Être prévoyant à ce moment-là, dit-il, c'est éviter l'engagement. Être libre de ses mouvements. Et il reprend dans la fin de son texte le propos de George Steiner qui disait « Notre culture s'est changée en une sorte de casino cosmique où tout est calculé pour avoir un impact. » Ça, c'est très juste sur la question, par exemple, de la culture spectaculaire de l'information. Tout est calculé pour avoir un impact maximal et une obsolescence instantanée. Normalement, ces deux phénomènes devraient s'auto-détruire en un instant. Impact maximal, puisque l'imagination, constamment choquée, ce qui est vrai, est à présent blasée, et que pour l'exciter, il faut des chocs toujours plus puissants. Donc il faut sans cesse, d'une certaine manière, mettre en scène la réalité pour que cette réalité nous heurte. Il y a eu attentat, il y a eu souffrance. Alors on donnera à voir une image encore plus spectaculaire de l'attentat, encore plus terrible de la souffrance, pour que ça choque, que ça reste. Sauf qu'il y aura un impact à l'instant T, mais immédiatement obsolescence de la chose, puisqu'une autre image viendra chasser, qui elle-même sera encore plus spectaculairement terrible. Mais qu'est-ce qui se joue dans... c'est ce que disait Boltanski dans le spectacle de la souffrance. Je ne sais plus le titre de son livre spécifiquement, mais qui renvoie vraiment à cela. C'est-à-dire comment petit à petit, par une mise en scène permanente de la souffrance, au lieu de produire une culture réelle d'empathie et de commisération et de compassion, on produit précisément l'inverse et un phénomène d'indifférenciation et d'obsolescence instantanée. Dans la mesure, dit-il, où l'attention dispose d'une capacité limitée et qu'il faut faire de la place pour absorber de nouvelles célébrités, modes, maraudes, de nouveaux problèmes, etc., etc. Alors, c'est ce qu'il appelle aussi la culture, et c'est ce que vous trouvez dans les vies perdues, c'est ce qu'il appelle la culture de l'excès, de l'abus et du rejet et du déchet. Et comment sans cesse nos sociétés produisent au moment où ils produisent, bien évidemment, alors c'est tout à fait vrai de l'univers de la consommation, on produit quantité d'objets, mais au moment où on les produit, on produit également leur obsolescence très rapidement. Et donc, eux-mêmes, cet objet qui était à l'instant, 2 secondes avant, l'objet magnifique, devient lui-même déchet, bien sûr, et pour faire place à un nouvel objet, etc., etc. Mais, et bien évidemment, dit-il, ça c'est la réalité qui est faite des produits, mais son travail dit que c'est la même chose qui est fait au niveau des hommes. Et donc, toute la difficulté de la modernité, de la postmodernité, est qu'elle produit petit à petit quantité d'hommes qui ont le sentiment d'être inutilisables et dont l'utilité sociale est mise à mal de plus en plus. Alors, ça sera les chômeurs, ce sera tel ou tel exclu, les réfugiés, les fameux déplacés, les déplacés internes, comme dit puisque c'est la définition de l'ONU pour définir ceux qui sont déplacés à l'intérieur d'un pays contraints de fuir
une guerre, un conflit, une guerre civile, une catastrophe naturelle, une situation de violence généralisée, que sais-je, mais qui en même temps ne traverse pas la frontière, hein, on appelle ça les déplacés internes, et sans parler bien évidemment de ceux qui sont réfugiés. Voilà, alors, la réflexion de Bauman, c'est pour montrer bien évidemment que tout ça est systémique, hein, que de fait, c'est directement lié à un certain type de conception de la modernité qui utilise une certaine conception de la rationalité, qui renvoie en même temps à une liquidité qui vient qualifier et désorganiser les sphères de nos vies, et qui produit à ce moment-là un certain type de déchets humains et du jetable, etc., etc. Donc ça, pour le coup, alors, juste intéressant, vous verrez dans Vie perdue, et on l'avait évoqué, je crois, la semaine dernière, quand on parlait du monstrueux et de la maladie rare, et de l'anthropologue Mary Douglas, et de son livre fameux sur la souillure. Là, il reprend également l'ouvrage de Mary Douglas dans les Vies perdues, en rappelant que, bien évidemment, aucun objet, dit-il, n'est déchet en raison de ses qualités intrinsèques. Et aucun objet ne peut devenir déchet par sa logique interne. C'est en étant affecté au rôle de déchet par les projets des êtres humains que les objets matériels, qu'ils soient humains ou non humains, acquièrent toutes les caractéristiques mystérieuses inspirant la crainte ou la terreur ou la répulsion. Donc, alors, il cite par exemple la chevelure humaine. Tant qu'elle fait partie du corps, est traitée avec un soin tout particulier, elle est huilée, peignée, coiffée, etc. Et puis dès qu'elle est coupée, en tout cas pour une grande partie, elle devient saleté, substance polluante, etc. Elle est associée en tout cas à tout ce qu'il faut, jeter, etc., etc. Donc, de fait, tout simplement, la question du déchet n'est qu'une question sociale. Il n'y a absolument aucune ontologie du déchet. Et la société définit ce qui est déchet. Alors précisément, sans doute qu'une certaine éthique serait à un moment donné. Alors, il dit la survie moderne, la survie de la forme moderne d'existence dépend de la dextérité et de la compétence apportée à l'enlèvement des déchets. De fait, ça c'est vrai. C'est vrai que quand vous voulez regarder très rapidement une société développée versus une société en voie de développement, vous regardez le traitement des déchets. Et vous voyez très clairement que d'un côté, on efface, et que d'une certaine manière, c'est ça qui fait la grandeur du grand projet moderne, c'est que l'on ne voit pas le déchet, alors qu'il est beaucoup plus conséquent qu'ailleurs, alors qu'à un autre endroit, l'envers, les externalités négatives de la rationalité instrumentale n'arrivent pas à être effacées, précisément. Alors,
heureusement, la chose positive néanmoins dans cela, c'est que la modernité, dans un premier temps, était sans doute le fait d'aller externaliser de façon négative, donc très souvent de déporter ces déchets ailleurs et de ne pas s'en soucier, et qu'aujourd'hui, elle affronte enfin la question du recyclage des déchets, et que ça reste quand même une des définitions de la modernité. C'est précisément, en tout cas, c'est pas neutre de dire, tiens, un des projets viables, éthiques de la modernité, c'est le zéro déchet. C'est-à-dire, quand même, à un moment donné, de considérer que de produire du déchet est insuffisant en termes éthiques, et que donc, il faut soit se poser la question du recyclage de ce déchet, donc de repenser et donc de donner une autre signification à ce déchet, soit de ne pas en produire, et éventuellement de penser à un autre type de production. Et aussi, ce qui s'appelle la frugalité heureuse, la sobriété, etc. heureuse, de ne pas produire des besoins, ce qui est bien évidemment impensable pour le projet de la rationalité instrumentale et de la croissance, qui, bien évidemment, produit des besoins. Ce qui est un délire. Enfin, ce qui est un délire dans le sens où, bien évidemment, la vraie modernité serait de ne pas produire des besoins, mais déjà de répondre à ceux qui déjà existent, au lieu d'en produire de nouveaux. Bon, c'est là la perversion. Donc ça, c'est bien évidemment défini par Bauman, qui est, vous voulez donner une définition de la modernité ou de la postmodernité, elle produit des besoins, au lieu de produire des réponses, presque. C'est très classique, c'est toujours le... Voilà. Elle produit, au lieu de produire des constructions de sujets, elle produit des vies en miettes, elle produit des déplacés, elle produit des sans-papiers, etc., etc. Au lieu de produire une éthique et une visibilité de la responsabilité, elle va produire plutôt un système pointilliste, et qui fait que la question de l'éthique pointilliste n'est pas simple à mettre en place. Moi, elle est totalement possible, mais dans un premier temps, c'est vrai que elle permet précisément ce qu'il appelle des stratégies de vie de désengagement. Donc, stratégie de vie de désengagement. Voilà. Bon. Donc, là aussi, je cite, c'est dans Les Vies perdues, juste pour faire ce lien. Là où est le projet, existe le rebut. La modernité est un état dans lequel le projet est compulsif et cause de dépendance. Vraiment des définitions liées à la maladie, hein. La compulsivité et la dépendance comme signe majeur de la modernité, c'est pas neutre. Là où est le projet existe le rebut. Aucune maison n'est réellement terminée tant que le chantier n'a pas été débarrassé des déchets inutiles. Lorsque vient la conception des formes de l'unité humaine, le rebut est constitué par les êtres humains. Alors, là aussi, les réfugiés, les déplacés, les demandeurs d'asile, les immigrants, les sans-papiers sont le rebut de la globalisation. La scène est installée pour la rencontre entre déchets humains et déchets des festivités consuméristes. En réalité, il semble avoir été fait l'un pour l'autre. Dans la société de caste, seuls les intouchables pouvaient manier les choses intouchables. Dans le monde de la liberté et de l'égalité globale, les territoires et les populations ont été disposés en une hiérarchie de castes. Tout simplement, qu'est-ce qu'il cherche à dire ? Que là aussi, vous allez aller avoir petit à petit une espèce de continuum entre ceux qui font déchets, ceux qui s'occupent des déchets,
et petit à petit, une sorte de disqualification, là aussi, de ceux qui s'occupent des déchets. Alors, voilà un petit peu des données pour expliquer cette modernité. Et puis, alors, où est ma... Je ne sais plus quelle heure il est, voilà, oui. Alors, pourquoi, et ça c'est la réflexion qu'on peut ouvrir ensemble, comment on fabrique du soin à l'intérieur de ces questions de modernité liquide, comment, alors que Bauman nous parle d'affaiblissement fondamental des liens humains, de décadence, de la solidarité, de sentiments d'impuissance, d'insécurité, d'incertitude, etc., comment, à l'intérieur de l'affaiblissement des structures sociales, comment on vient tout de même penser quelque chose qui pourrait être une éthique, qui pourrait être un soin, et qui précisément donnerait aux uns et aux autres le sentiment de ne pas être un déchet, un invisible, si on reprend la formule qu'on trouve chez Axel Honneth. Bon. Ça, c'est un des points fondamentaux. Alors, je vous le dis tout de suite, chez Bauman, la réponse n'est pas évidente. Bauman travaille plutôt sur la question du diagnostic, moins sur la question de qu'est-ce qu'on invente comme terme d'engagement dans un monde qui précisément produit toutes les structures collectives et toutes les superstructures qui permettent le désengagement. Alors, sur la fin de sa vie, néanmoins, il est allé chercher, enfin il avait déjà travaillé sur les questions d'herméneutique, et juste quand même, c'est dans la vie, je crois que c'est dans la vie en miettes, où il cite à la fin de l'ouvrage, si je retrouve cela, est-ce que c'est dans la vie en miettes? Attendez. Peut-être pas dans la vie en miettes. Oui, cite en tout cas toujours George Steiner. Deux secondes. Ça, c'est pas le fameux moment où arrive. Donc ça, tout ça sera coupé au montage comme il se doit. Je m'étais dit qu'il avait pas mal réussi, mais non, tu vois, comme quoi on reste ce qu'on est. Je sais plus où c'est, mais je vais retrouver. Alors en plus, j'ai tout mélangé là, donc je peux vous dire qu'après, c'est fini. Ah. Bon, c'est dans Vie perdue. Dans Vie perdue. Il avait écrit un livre. Alors, je reprends, parce qu'il faut bien couper. Donc, c'est dans Vie perdue qu'il va reprendre, cette question de Steiner. Alors, vous allez me dire, c'est une astuce totale. C'est une astuce totale, puisque c'est la question de l'herméneutique. Au sens où, en gros, sans cesse, la société se réinvente
par sa propre herméneutique, donc en gros par la possibilité des uns et des autres d'inventer des nouvelles formes de vie, et d'interpréter ce qui se joue comme événement comme autre chose que simplement un événement déficitaire, et voilà. Mais il cite Steiner dans Vie perdue, c'est parce que nous pouvons raconter des histoires fictives ou mathématico-cosmologiques à propos d'un univers de plusieurs milliards d'années. C'est parce que nous pouvons conceptualiser le lundi matin après notre crémation. C'est parce que des phrases avec des si peuvent, prononcées selon notre volonté, nier, reconstruire, changer le passé, le présent et l'avenir, cartographiant autrement les déterminants de la réalité pragmatique, que l'expérience continue à vouloir la peine d'être faite. L'espoir, dit George Steiner, réside dans la grammaire. Et notre ami de commenter, l'invention de l'éternité est en réalité la magie du langage, et l'éternité est un travail de l'imagination. Alors, pourquoi je dis que c'est une astuce? Parce que vous allez me dire, en gros, soit c'est pas la question de la littérature, soit c'est tout simplement par la question du logos. C'est-à-dire que tout de même, c'est un plaidoyer fort pour revenir sans cesse à une déconstruction de la rationalité instrumentale et de revenir à une conception sans cesse de la raison beaucoup plus ouverte, comme imagination créatrice, comme quelque chose qui fait que, certes, par le langage, je peux m'extirper de l'horreur ou de l'insuffisance du monde d'aujourd'hui, mais je peux aussi conceptualiser ce qui va produire des lois plus tard, des dispositifs nouveaux, etc. etc. Bon. Certains vont dire que c'est un petit peu léger comme proposition, d'autres vont considérer au contraire que c'est la nécessité de poser les humanités comme soin. C'est-à-dire de considérer que le retour aux humanités et à l'herméneutique qui travaille sans cesse ces humanités constitue véritablement la qualité du social, la qualité du monde qui doit advenir, etc., etc. Je n'ai pas mieux en magasin à vous proposer. Mais quand même, ce n'est pas neutre pour nous qui travaillons ici les humanités et qui considérons qu'il y a un efficace essentiel des humanités, au sens où, à un moment donné, elles viennent permettre de créer, malgré... Parce qu'on ne reviendra pas à rebours de la liquidité, nous dit Bauman. On ne reviendra pas dans la solidification que nous avons connue. On n'y reviendra pas. Il n'y a pas d'à rebours de cela. Et donc, à ce moment-là, il faut quand même affronter cette question aussi de la liquidité, de cette possibilité systémique du désengagement, et en même temps de dire, tiens, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on construit, et comment tout de même, malgré le pointillisme subjectif, parce que c'est vrai, je crois que chacun, même d'entre nous, nous pouvons en faire l'expérience de ces séquences comme ça qui sont... Et pourtant, nous faisons aussi l'expérience, en tout cas, j'espère, d'un sujet moral, malgré tout, qui se constitue et parfois qui se constitue avec des vies parallèles. Bon.
Mais ce n'est pas simple. Par exemple, juste avant de mourir, Bauman, on lui avait demandé précisément de réagir au Brexit, de réagir à l'élection de Trump, et précisément, il avait dit c'est une tendance rétrotopiste, pour reprendre son terme, en gros de la réaction de base, et pour lui c'était précisément une réaction à la modernité liquide et au fait que précisément il y avait un retour, il y avait une réaction très forte comme ça sur le fait de recréer soi-disant de la stabilité, mais de la stabilité qui est essentiellement celle du repli, du refuge, du fermer des frontières, du rejet, précisément, du non-accès. Ça aussi c'est très intéressant. C'est que qu'est-ce que comment dire oui. Qu'est-ce qu'un exclu, qu'est-ce qu'un étranger, qu'est-ce qu'un vulnérable, qu'est-ce qu'un déplacé, etc., etc. Vous avez ça dans le livre de Guillaume Leblanc qui s'appelle Dedans, dehors, la condition d'étranger. C'est un livre qui était paru en 2010 et Guillaume Leblanc travaille sur ces questions de vulnérabilité, d'hospitalité aussi. C'est son dernier livre avec Fabienne Brugère sur l'hospitalité. Mais voilà, très intéressant, l'étranger, ce n'est pas celui qui vient d'ailleurs. C'est pas du tout ça en fait. L'étranger, c'est celui qui n'a pas accès à. Donc, l'étranger, c'est celui, voilà, on ne lui donne plus accès à la vie en commun, hein, la vie en partage. C'est l'accès à un travail légal, non. L'accès à des papiers, non. L'accès à une nationalité, non. L'accès à une citoyenneté politique, non, etc., etc. Donc c'est vraiment, dit-il, Guillaume Leblanc, c'est ce refus de l'obtention de propriétés majeures de la vie humaine qu'implique la désignation d'étrangers. Donc, et c'est vrai que petit à petit, être un étranger sans papier, c'est d'abord ne pas, par exemple, se voir reconnaître la possibilité de faire œuvre. Le travail au noir, l'absence de statut juridique, etc., etc. Et là, je le cite, on travaille, mais on raye toutes les traces de son travail. On fabrique, là encore, c'est très Axel Honneth, hein, on fabrique de l'invisibilité. Donc c'est assez étonnant parce que bien évidemment, si vous regardez bien la notion, le terme étranger, émigré, réfugié, etc., ce sont des termes qui saturent l'espace public. Je veux dire, on en entend parler. Donc le langage, il est saturé de cela. Et la vie sociale fait disparaître cela, d'une certaine manière aussi, par le fait de, en tout cas de tenter de rendre invisible par vivre ainsi, dit-il, travailler ainsi, en fait c'est disparaître, hein, c'est de faire en sorte que... bon. Et comme le souligne Ricoeur, ce qui a été cité bien évidemment par Guillaume Leblanc, l'étranger est moins celui qui n'est pas des nôtres que celui qui n'est pas autorisé à devenir l'un des nôtres. Donc voilà, donc c'est aussi bien évidemment en travaillant sur toutes ces vies fragmentées,
toutes ces vies déplacées sur ce qu'on appelle aussi l'infrapolitique, hein, c'est-à-dire non pas le macro-politique, mais l'infrapolitique qui se glisse dans les vies intimes et qui vient dire bien évidemment qui est un test de crédibilité de l'état de droit, qui vient donner un peu là où on en est. Ben voilà, là aussi, ce qui est important, c'est pour faire évoluer l'éthique, c'est d'aller toujours vérifier comment est traité cette infrapolitique et de prendre soin de cette infrapolitique et de voir comment, précisément, c'est tout sauf du subalterne, du superfétatoire, c'est tout sauf de l'anodin, mais c'est quelque chose qui dit, au contraire, la qualité d'une démocratie. Bon. Et notamment d'une modernité qui, à ce moment-là, n'est pas simplement que supposée, mais qui donne un peu, là encore une fois, des tests concrets de vérification de son existence en tant que réellement projet moderne. C'est toujours étonnant de voir que le projet moderne, et là aussi je vous renvoie au livre Le présent liquide de Bauman, mais c'est toujours intéressant de voir que le projet moderne est tout sauf la disparition des peurs. C'est toujours étonnant de voir que vraiment la question de la modernité, qui quand même peut sembler somme toute assez logique, de dire tiens, pourquoi ne pas s'interroger sur cette question de, à un moment donné, faire calmer la peur, faire cesser la peur, considérer que le phobique n'est pas l'unique destin pour l'homme, pour son intelligence, pas du tout une question qui intéresse la modernité. Pas du tout. La modernité suscite encore plus de peur, s'intéresse au contraire, travaille à provoquer encore des nouveaux troubles phobiques sans cesse, etc. etc. Et là aussi, c'est intéressant, c'est terrible. Mais voilà, donc, bien évidemment, la véritable modernité, c'est la question, je pense, et c'est là où c'est une question qui renvoie à celle du soin, c'est précisément de considérer que le phobique n'est pas un destin pour l'homme, je pense. Il y a quelque chose et que là, il y a un enjeu éthique, capacitaire, essentiel, non seulement pour une société, mais bien évidemment pour un processus subjectif, mais aussi pour toute une organisation, etc. etc. Bon. Donc voilà. Donc si vous voulez, pour clore comment dire, ce moment, on a là, je dirais, voilà, un beau territoire de marge de progression. On a là un beau territoire de marge de progression et surtout, une proposition avec Bauman qui montre en revanche que l'éthique du care et la question du soin déborde très 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 largement le seul domaine comment dire, des hôpitaux, de la santé, etc. Mais qu'en fait, ça renvoie à une nécessité de politique publique énorme, puisque, comme chez Christopher Lasch, quand il parle de moi minimal, etc., vous avez des formules chez Bauman où il parle de corps assiégé, de vie en miettes. Enfin, ce sont des formulations absolument déterminantes pour montrer à quel point l'intégrité physique est touchée, l'intégrité morale est touchée. Je ne l'ai pas cité, mais il y a tout un passage dans Vie perdue sur la dépression, sur le fait que, là encore, la dépression est le symptôme qui hante
plus spécifiquement les nouvelles générations et qui est véritablement la maladie chronique la plus courante dorénavant, parce qu'elle est bien évidemment l'effet miroir d'un effet structure qui renvoie à la modernité liquide. Bon, donc on a là, je dirais, voilà, une cartographie du monde en présence qui prouve par le creux à quel point la problématique du soin est absolument clé pour travailler ce monde et essayer d'en faire précisément autre chose qu'une superstructure qui qui blesse les vies individuelles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questionnements sur cela?